L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Joël Lyon, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes le chef du cabinet diplomatique de la vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotobelli, que vous étiez dans le cadre de votre carrière diplomatique, vous avez été en poste consul général d'Israël à Montréal, entre autres. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez être d'une certaine manière une sorte de porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères depuis ce matin pour nous commenter en fait cette actualité diplomatique avec tout d'abord ces résolutions votées durant le week-end par le très tristement célèbre Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, qui a voté plusieurs résolutions anti-israéliennes. Je le citais tout à l'heure dans la revue de la presse, l'une d'elles, pour ne mentionner qu'elle, fait état de la violation des droits de l'homme dans le Golan syrien occupé, c'est le terme utilisé dans l'une de ces résolutions. Alors, comment le ministère israélien des Affaires étrangères, comment la diplomatie israélienne réagit face à ce Conseil des droits de l'homme à Genève, de l'ONU à Genève ? Bon, tout d'abord, on voit ça un petit peu comme un théâtre de l'absurde. C'est quelque chose. Quand on a des pays comme Cuba, le Pakistan, Venezuela, l'Irak qui font partie de ce Conseil, et quand on voit qu'il y a pendant la même session il y a 5 résolutions contre Israël, une résolution contre la Corée du Nord, on comprend tout à fait comment le vent souffle dans ce Conseil des droits de l'homme. Je pense que c'est à peu près quelque chose qui n'est pas faisable d'avoir un Conseil qui devrait faire son travail, en fait, qui devrait chercher et regarder où c'est qu'il y a des violations des droits de l'homme. Je citerai que l'Iran, par exemple, et au lieu de faire son travail, il s'occupe d'une façon obsessive de s'acharner sur Israël. Mais Israël, on n'a pas tellement le choix, il faut qu'on joue le jeu. Ça fait partie de l'ONU, ça fait partie des organisations internationales. Et si on veut avoir une voix au niveau des organisations internationales, il faut qu'on joue le jeu, il faut qu'on soit présent sur le terrain. Donc, ce qu'on fait, c'est toujours une offensive diplomatique en essayant de trouver quelques amis qui vont ou s'abstenir ou être contre les résolutions, tout en sachant qu'on n'aura pas une majorité, puisqu'il y a une majorité automatique pour les pays arabes. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de lutter contre un tel conseil en essayant tout simplement, c'est-à-dire de montrer justement, comme vous le disiez, son absurdité, son incohérence. Vous savez, il y a quelques mois, le secrétaire général des Nations Unies était en Israël, Antonio Guterres, il avait lui-même parlé, il avait promis que l'ONU serait plus équitable envers l'État d'Israël. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de pression, par exemple avec une ambassadrice des États-Unis à l'ONU comme Nikki Haley, qui elle aussi, et elle l'a fait au cours du dernier week-end, si je ne m'abuse, elle a brandi la menace de se retirer d'un tel conseil. Finalement, il n'y a pas moyen de se retirer et de discréditer ce conseil qui n'a aucun sens ? Daniel, écoutez, le problème est là. L'ONU, on parle toujours de l'ONU, mais qu'est-ce que c'est l'ONU ? L'ONU, c'est une somme de pays, c'est une somme de gouvernements. C'est-à-dire, c'est pas seulement si on veut, l'ONU en grand, c'est une somme de gouvernements. C'est-à-dire, c'est la politique extérieure de X gouvernements qui décident quelles vont être les résolutions, quels vont être les résultats là-bas dans cette organisation. De sortir du Conseil, oui, c'est une décision politique. C'est pas au niveau du ministère des Affaires étrangères de conseiller ou si on peut conseiller, mais c'est pas à notre niveau de décider. Voilà, la décision est une décision politique. On était déjà sorti du Conseil des droits de l'homme ensemble avec les États-Unis. On est revenu ensemble avec les États-Unis là-bas. Et pourquoi on y est revenu, si je ne Parce que on voit qu'on peut mieux
présenter notre cas quand on est à l'intérieur du Conseil. Parce que imaginez-vous si on était à l'extérieur du Conseil, on pourrait même pas avoir notre voix qui soit entendue, qui soit dans les protocoles de l'ONU. Par exemple, il y a toutes les X années, il y a une revue complète des droits de l'homme dans un pays où le pays vient et présente tout ce qu'il a fait. Et on l'a fait dernièrement, ça nous a donné ça nous a facilité de faire passer le message d'Israël auprès du monde pour montrer au niveau de l'opinion publique qu'est-ce qu'Israël fait pour les droits de l'homme. Le problème, comme je l'ai dit, c'est un problème politique, c'est un problème que ce sont les gouvernements des pays qui décident et voilà, on n'a pas assez d'appui auprès de ces gouvernements. Si on regarde qui c'est qui s'est abstenu ou qui c'est qui était contre, alors on a la Grande-Bretagne, on a les États-Unis, l'Australie qui se sont mis contre, on a la Hongrie qui a été contre pour une résolution, l'Ukraine qui s'est abstenue, c'est-à-dire le Togo, on a des pays, on voit déjà des pays qui commencent à bouger de leur si on veut, de leur vote classique, traditionnel, qui était toujours contre, qui bouge ou vers l'abstenance ou vers être contre la résolution. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens, on va dire toujours dans le cadre diplomatique, d'essayer de rééquilibrer, par exemple, dans un tel conseil, il n'y a pas tous les pays qui sont représentés dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rééquilibrer, même par rapport à cette majorité automatique anti-israélienne, de rééquilibrer, de trouver des moyens en faisant pression sur le secrétaire général des Nations Unies, en particulier avec une administration telle que l'administration Trump, pour modifier en fait certaines manières de voter qui font systématiquement produire des votes aussi absurdes que celui-là. Oui, mais c'est pas tellement facile de le faire. Je veux dire, il y a 42 pays qui sont représentés, qui sont dans le Conseil, qui sont élus pour un certain nombre d'années dans 3 groupes géographiques. C'est cela. Alors, on a le groupe géographique de l'Europe de l'Ouest et les autres, c'est celui où il y a l'Australie, le Canada, etc., qui est plus ou moins, disons, objectif vers Israël. Mais si on prend les 2 autres groupes où il y a la Ligue arabe, il y a les pays qui étaient les pays non affiliés, etc., on a des gros problèmes. Parce que même les pays non affiliés, qui deviennent amis d'Israël ces dernières années, ont un gros problème pour changer leur façon de voter. C'est une tradition, c'est quelque chose qui existe dans les ministères des Affaires étrangères de ces pays. Ce sont des conseils qui sont donnés et on voit qu'ils ont des difficultés de changer. Mais on voit ce changement, on le voit sur le terrain. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de pays, comme j'ai dit, qui s'absteignent ou qui sont contre ces résolutions, qui comprennent le problème. Mais d'une nouveau, j'ai dit l'absurde au début, j'ai dit le théâtre de l'absurde, parce que on l'a ridiculisé ce conseil, mais ça ne sert à rien parce que à la fin du compte, c'est les votes qui sont là, c'est le nombre par rapport à la minorité, la majorité par rapport à la minorité. Alors, ça c'est donc pour le Conseil du droit de l'homme de l'ONU. Je voudrais que nous abordions aussi, avec votre permission, la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui arrive en Israël, il faut bien l'avouer, dans un contexte, on va dire, un petit peu particulier. D'abord, il y a 2 jours cet attentat qui s'est produit donc près de Carcassonne, qui a d'une certaine manière réveillé pas mal de conscience en France et qui a montré que le terrorisme était toujours vivace dans ce pays. Et d'un autre côté, et puis il y a donc c'est l'arrestation de ce chauffeur du consulat général de France à Jérusalem, Romain Franck, qui est soupçonné d'avoir fait du trafic d'armes entre la bande de Gaza et les territoires palestiniens en Judée-Samarie. Est-ce que sous quels auspices se présente cette visite du chef de la diplomatie française ?
Bon, je crois qu'il faut faire une différence entre ce qui se passe et quels sont les enjeux. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que la France et Israël, nous sommes des alliés, nous sommes des amis, des pays qui ont des intérêts et des valeurs communes. En effet, l'attentat qui a eu lieu à côté de Carcassonne, c'est quelque chose de terrible et je l'ai dit, je le redis, toutes nos prières et nos pensées sont avec les victimes, leurs familles, et pour que les blessés soient guéris très vite. Et je crois que le fait qu'Israël et la France combattent ensemble le terrorisme international est quelque chose qui est très important. Le deuxième point, il y a le point de la visite donc de Le Drian qui vient en Israël. Cette visite est une visite importante pour Israël. C'est la première fois qu'il vient depuis les élections présidentielles de l'année dernière. Oui, c'est la première fois qu'il vient depuis les élections. La visite se met aussi dans un contexte qui est un contexte avec un contexte beaucoup plus large, le contexte avec l'Iran. Il va y avoir beaucoup de discussions entre le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères français sur la question de comment est-ce que le monde en fait va continuer sur ce qu'on appelle le deal avec l'Iran. À savoir les Américains, s'ils se retirent complètement de ce qui a été signé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Comment vont être ces sanctions? La France est aussi préoccupée de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'Iran. Nous, ce qu'on veut montrer à nos amis, en fait, c'est que l'Iran n'est pas seulement un danger nucléaire. Bon, il y a des gros problèmes dans cet accord, en fait. Parce qu'au bout de quelques années, l'Iran pourra reconstruire, refaire des recherches nucléaires, ce qui est problématique, mais il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire il y a des énormes problèmes au niveau des missiles balistiques, il y a des problèmes au niveau du soutien du terrorisme international. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être discutées entre la France, qui est un des pays qui dans l'Union européenne soutient cet accord, et Israël pour un peu voir qu'est-ce qu'on fait au cas où les Américains ne continuent plus, se retirent de cet accord. Alors, je posais la question la semaine dernière à l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui était le Premier ministre d'un gouvernement dans lequel Jean-Yves Le Drian siégeait, à l'époque en tant que ministre de la Défense. Je lui ai demandé quel était le conseil qu'il devait donner, lui qui vient régulièrement en Israël, à son ancien ministre de la Défense. Et il m'a dit il faut qu'il ait un regard neuf sur la réalité proche-orientale. Vous adhérez à cette approche de Manuel Valls? Oui, tout à fait. Je crois que l'Europe doit en fait sortir de son idée qu'elle a toujours eue. De ses idées préconçues, comme. C'est ça, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre tout le problème du Moyen-Orient, mais justement avec ce regard neuf, en voyant que les choses ne sont plus comme elles étaient, c'est-à-dire il y a plus si on veut un conflit qui est seulement un conflit entre Israël et les Palestiniens ou Israël et les pays arabes. Il y a des choses, les choses bougent au Moyen-Orient. Je reviens sur l'Iran, fomenteur de troubles et de terrorisme dans tous les pays de la région. Et je sais pas si on regarde la carte du Moyen-Orient et on regarde l'influence iranienne et l'influence de l'État islamique, on voit que l'influence de l'État islamique est presque minimale par rapport à l'influence de l'Iran qui se trouve partout. Il se trouve derrière les rebelles du Yémen, elle se trouve en Irak, elle se trouve bien sûr en Syrie. On a une influence iranienne sur le Hamas, on a une influence bien sûr au Liban avec la Hezbollah. C'est-à-dire on a vraiment l'Iran qui est comme cette pieuvre qui a ses tentacules à travers toute la région. Donc c'est ça le nouveau regard, et il faut voir aussi, il faut écouter ce que disent les pays arabes qu'on va appeler modérés, comme l'Arabie Saoudite, qui crie contre l'Iran.
Et je crois que la France a le devoir d'écouter ces pays et de voir ce qui se passe. Eh bien, merci beaucoup, Joël Lyon, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Studio Qualita, après le vote de ces résolutions donc, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en perspective donc, de la visite aujourd'hui et demain du chef de la diplomatie française en Israël. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shavua Tov. Merci beaucoup. Shavua Tov à tout le monde. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.